Bonjour, bonsoir, bonjour, à 17h, je ne sais plus ce que l'on dit, en tout cas, bienvenue. Je vois qu'il y a quelques parents dans la salle. C'est pas mal parce que on va avoir des arguments pour en finir avec les idées fausses sur le travail manuel. Grâce à toutes les personnes qui sont ici, et en particulier sur ce sujet-là, on a piqué le titre d'un ouvrage de Gabriel Légeret. Bonjour, voilà, il est là. Il est là, cet ouvrage. Vous êtes directrice générale et fondatrice de l'association De l'or dans les mains. Vous nous raconterez également de quoi il s'agit. Bien sûr, vous nous parlerez de l'ouvrage pour débuter. À côté de vous, pardon, du coup, je fais dans ce sens-là, Raphaël Lebeau, bonjour. Alors, je vous invite, messieurs, dames, à prendre les micros. Ce sera beau. Je me sentirai un petit peu moins seule. Superbe mouvement. Merci beaucoup. Raphaël Lebeau, donc fondatrice Métiers Rares et The Craft Project. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Giovanni Mathieu, directeur de la production de haute joaillerie chez Boucheron. Bonjour. Bonjour Karine. Anne-Sophie Duroyon-Chavannes, déléguée générale de l'Institut pour les savoir-faire français. Bonjour. Bonjour Karine. Et également Hélène de Buren. Bonjour. Bonjour. Directrice de développement du 19M, le 19M, qui est le fameux lieu des savoir-faire de Chanel, porte d'Aubervilliers. Tout à fait. Lieu emblématique qui regroupe 11 maisons d'art et bien plus de métiers d'art. Porte d'Aubervilliers, en effet. Et c'est une initiative de Chanel d'avoir travaillé à préserver ses savoir-faire et ses métiers depuis le début des années 80. Avec une galerie ouverte au public, justement, pour découvrir aussi ces métiers-là. Tout à fait. Une galerie qui met en parallèle l'artisanat et la jeune sphère artistique pour montrer que ces métiers ne sont pas des vieux métiers. Et ben voilà, une des premières idées reçues sur le travail manuel battu en brèche grâce à ce que vous faites. Gabriel, pourquoi donc vous tous, vous travaillez de près et vous les avez trop souvent entendues, ces idées reçues à tous les niveaux. J'imagine que c'est ça ce qui vous a donné envie de réaliser cet ouvrage, pas toute seule, mais en faisant collaborer justement tout cet écosystème. Absolument. Aujourd'hui, ça marche ? Oui. Aujourd'hui, les métiers de la main sont des métiers de demain, mais il y a beaucoup d'idées fausses et de stéréotypes qui nous empêchent de les penser comme tels. Et donc, l'idée, c'était collectivement de porter cette voix. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur les sujets. J'ai fondé une association qui réintègre la pratique manuelle au collège, parce que je pense que c'est là que tout commence. Mais l'idée, c'était de porter ensemble une voix qui est celle de dire... la question des métiers d'art, des métiers manuels, ce n'est pas qu'une question de préserver des savoir-faire qu'on risquerait de perdre et de répondre à des enjeux économiques, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que c'est des métiers de demain qui vont nous permettre de répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale et qui vont prendre énormément de valeur, notamment dans un monde qui est de plus en plus numérisé, où finalement il y a beaucoup de métiers qu'on va perdre, dont on ne va plus avoir besoin parce qu'ils vont être automatisés, et aussi dans un monde où on va devoir réapprendre d'abord à faire les choses nous-mêmes, donc à l'échelle d'un pays, de savoir comment est-ce qu'on réutilise de nouveau nos ressources locales pour construire des bâtiments, pour s'habiller, pour s'accessoiriser. Donc ça, c'est une première chose qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment très très bien faire, encore un petit peu grâce à toutes les maisons que vous pouvez voir aujourd'hui, mais qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'il va falloir qu'on arrête de consommer de façon frénétique. C'est quand même... je ne sais pas si c'est une coïncidence de voir les Demain du Luxe le même week-end où le BHV a accepté d'inviter Shein et Temu dans leurs locaux qui sont juste en train de détruire nos savoir-faire, nos filières, qui détruisent notre santé, dont la seule mission finalement c'est de faire de l'argent, alors que nous on va vraiment devoir apprendre parce qu'en fait on va pas avoir le choix, les ressources vont se raréfier, faire produire des choses à l'autre bout du monde ça va être de plus en plus compliqué et de plus en plus cher. On va devoir apprendre à faire durer nos objets ou les faire redurer, parce que finalement si on interroge la génération de nos grands-parents, quand on s'achetait une veste, elle durait, on la faisait recoudre, on en prenait soin, on la réparait. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ça et on va avoir besoin de ces métiers de retoucheur, de couturier, si on parle des métiers du textile. Et donc voilà, le livre, c'était vraiment pour porter de façon collective ce plaidoyer en faveur des métiers de la main pour que ce soit de nouveau pensé comme des métiers de demain.
Alors, vous les avez classés avec... Il y a les questions et éducation, les enjeux éducation, les enjeux... Et alors, je ne sais plus si je les dis bien dans l'ordre, mais économique... Éducatif, professionnel, économique, socio-culturel et écologique. Et écologique, c'est bien ça. Eh bien, figurez-vous qu'on a pratiquement un représentant de ces différents enjeux. Donc, si vous me le permettez, on va reprendre dans l'ordre avec vous. Et le premier enjeu, en tout cas la première idée reçue, c'est on est manuel ou intellectuel. Dans votre ouvrage, c'est Victor Guédy, tailleur de pierre et sculpteur, qui a écrit, parce que l'idée c'est de faire collaborer plusieurs personnes. Donc chacun a écrit un texte en fonction de sa position, de sa connaissance, etc. Et je me permets juste, on arrive à la fin des Demain du luxe qui nous ont animés, qui m'ont animé pour ma part et toute l'équipe du comité Colbert durant 4 jours, avec les scolaires qui sont venus le jeudi, vendredi, et puis les personnes sur scène qui sont venues témoigner, et notamment des duos de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, en apprentissage avec les maisons. Et ce qui m'a frappée, c'est que par rapport à d'autres, parce que ce n'est pas la première édition des Demain du luxe, là, ce sont les jeunes, les apprentis qui d'eux-mêmes venaient expliquer que ce n'était pas que du geste. Et ça m'a vraiment frappée. Il y a eu 2-3 témoignages ainsi qui ont dit mais il faut le temps de la réflexion, on fait travailler aussi notre cerveau, on ne part pas bille en tête. Et vraiment, il ne faut pas détacher les autres. Et j'ai trouvé ça assez positif et je voulais vous le partager parce qu'on est toujours un petit peu en train de se dire il va y avoir du chemin. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager après ces 4 jours. Et puis Hélène de Buren, vous en êtes aussi un parfait exemple, une parfaite représentation. Est-ce que vous pourriez nous raconter, c'est compliqué, je vais vous demander ça en 5 minutes, de nous raconter votre parcours, mais vous sortez du bac et vous, on vous a toujours traité oui, vous êtes la manuelle de la famille, c'est ça ? C'est exactement ça. Et en fait, moi, je l'ai toujours vécu comme je n'étais que la manuelle de la famille. En opposition à mes frères et sœurs qui étaient des intellos et qui faisaient des études. Et j'avais l'habitude de dire, quand on me demandait ce que j'avais fait ou ce que je faisais, j'ai bac plus rien. Parce que derrière, j'avais fait de la couture. Et quand j'avais décidé de faire la couture après le bac, il y a vraiment eu un tollé. J'ai passé le bac en 1978, donc c'est pour vous dire. Il y a eu une incompréhension totale de mes amis, de ma famille, de tout le monde, de dire, mais enfin... tu pourrais faire des études, tu as les capacités de faire des études. Et ce que je voyais autour de moi, c'était aussi beaucoup de gens qui faisaient des études par défaut, qui ne savaient pas trop bien où ils voulaient aller. Et moi, j'avais cette passion de la couture et j'avais envie d'essayer de faire quelque chose de grand. Et j'ai surtout rencontré assez vite Monsieur Desrues, Monsieur Lesage, Monsieur Lemarié, tous ces talentueux artisans qui étaient fascinants, qui avaient des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'ils parlaient de leur métier et qui juste vous portaient, vous donnaient envie de devenir comme eux, en fait, des entrepreneurs intelligents, malins, malicieux, audacieux, innovants, tout ce que j'avais envie d'être ou tout ce que j'avais envie de faire derrière. Donc oui, ça a été difficile pour moi, parce que le bac plus rien, je l'ai vraiment entendu et ressenti très lourdement et très longtemps. Mais aujourd'hui, plus de 45 ans après, je peux vous dire que je fais partie des plus belles réussites de mes copains de lycée. Vous avez magnifiquement grimpé les échelons. Et ce que vous me racontiez, c'est que finalement, ce qui a pu vous manquer à un moment donné pour continuer à monter, eh bien, vous l'avez appris sur le tas. Comme on dit, et vous aviez la chance d'être dans cette entreprise qui vous permettait d'acquérir ces nouvelles compétences. Bien sûr, on grandit, on évolue. J'ai aussi beaucoup changé de maison. Alors, j'ai eu la chance de faire des très belles maisons et d'arriver dans le luxe quasiment très vite, tout de suite, parce que j'étais une bonne modéliste, en fait. Je voyais en 3D et très vite, je satisfaisais. Je fais écho à ce que disait Mathieu tout à l'heure, mais... Mathieu Basset, le directeur artistique du studio MTX. Voilà, le développement, quand vous êtes à côté d'un artiste qui a une idée dans la tête, arriver à la traduire, c'est immense, parce que du coup, l'œuvre va exister. Si personne n'arrive à comprendre ce que l'artiste a dans la tête, que l'artisan qui est à côté ne sait pas la traduire correctement, l'œuvre peut être bancale. Et donc...
ce talent-là de développement d'une œuvre à côté de l'artiste. C'est un binôme qui est essentiel. Et finalement, c'est ce que j'ai toujours vécu, d'être juste derrière, mais d'être hyper fière d'avoir réussi à faire en sorte que l'œuvre existe. Et il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est on parle de l'intelligence de la main. Mais vous pensez vraiment que la main a un petit cerveau et qu'elle est déconnectée de l'individu? Mais point du tout. Donc, point du tout. Donc, en fait, c'est une intelligence concrète, c'est une intelligence qui vous permet de faire en sorte, ce que j'ai dit, de faire exister les choses. Et il n'y a rien de plus beau. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Deuxième adage, l'école transmet seulement des compétences académiques. Alors Gabriel, celui-ci, c'est celui qui vous tient à cœur avant de venir à cette idée reçue. Un mot sur votre initiative, votre association de l'Ordre dans les mains. Enfin, j'imagine que c'est lié de toute façon à cette idée reçue. Oui, bien sûr. Donc, de l'Ordre dans les mains, c'est une association qui a 5 ans et qui a pour mission de réintégrer la pratique manuelle au collège. Donc concrètement, on fait venir des artisans qui font fabriquer des objets aux élèves en lien avec leur programme scolaire. Donc un menuisier qui va leur fabriquer un banc en travaillant sur des notions de géométrie qu'ils ont vues, une céramiste qui va leur faire travailler sur des notions de sciences et vie de la terre. Pourquoi de l'or dans les mains? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre système actuel, il n'y a plus aucun temps où l'élève est confronté au plaisir de faire avec les mains et à la matière. Donc... Est-ce que vous savez, pardon, question, excusez-moi de vous couper, mais à quel moment ça s'est arrêté ça ne fera pas référence à tout le monde, mais les cours de MT, là, quel moment ça a été transformé? Jusque dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait l'enseignement manuel et technique, où certains d'entre eux ont peut-être appris où on continuait à faire des choses en bois, en couture. Après, il y a eu la technologie, et la technologie, peu à peu, est devenue de la programmation, en fait. Ça a basculé pour répondre aux enjeux plutôt de l'informatique. Parce que finalement, ces matières, elles ont toujours eu vocation à répondre aux enjeux économiques en fait, du pays. On a estimé, mais comme un art plastique, on a estimé à un moment donné qu'en fait, le dessin technique, ça ne servait plus à rien parce que maintenant, on pouvait le faire sur un ordinateur. Et à ce rythme-là, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on supprime en se disant que, notamment, l'IA pourra le faire à notre place. Bien sûr. Et donc ça, en effet, ça a des effets sur les vocations. En fait, c'est compliqué quand même de dire à un jeune de 13-14 ans, mais deviens joyeux, pardon. C'est génial. Aussi joyeux d'ailleurs. Voilà. Deviens joyeux, c'est génial. Alors qu'à aucun temps, ces compétences manuelles ont été ni valorisées, ni même évaluées. C'est quand même compliqué de dire ça à un jeune, alors qu'en fait, les maths, ça fait des années que c'est évalué, donc c'est normal de devenir ingénieur. Donc ça, c'est pour les vocations. Mais en fait, l'école, elle n'est pas forcément faite que pour répondre à des besoins économiques, mais former des citoyens éclairés. Aujourd'hui, on s'offusque que les jeunes achètent de façon frénétique sur Internet, notamment sur Shein et Temu, donc des objets qui sont en fait des vêtements jetables. Mais en fait, s'il n'y a aucun moment dans leur scolarité, dans leur parcours, on leur apprend le temps long de la fabrication du geste, la préciosité des matériaux qui ont un impact dans leur production et aussi quand ils doivent être jetés. En fait, c'est quand même compliqué de demander à cette génération de comprendre les enjeux du monde qui les entoure. Donc voilà, c'est pour ces raisons que donc vous êtes en partenariat avec beaucoup d'artisans. Donc c'est ça, nous on est implanté dans 9 académies, on va fêter nos 10 000 jeunes touchés en janvier prochain. Et donc on a 300 artisans qui sont à la fois des artisans indépendants, mais aussi des salariés d'entreprise, comme des salariés de chez Chanel, grâce à Hélène, ou de chez Cartier, qui vont venir régulièrement dans les collèges animer ces ateliers. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est que la place de la pratique manuelle a des conséquences sur la réussite éducative. C'est-à-dire que si vous commencez à permettre aux jeunes de pratiquer, d'expérimenter les mathématiques, toutes les matières scolaires, par la pratique, en fait, vous arrêtez dans un système qui est fait pour qu'une seule forme d'intelligence, une intelligence très académique qui met sur le côté pas des millions de jeunes, parce que tout le monde n'est pas formaté pour être très académique. Alors que si vous permettez à un prof de maths d'aborder son théorème de Pythagore avec un menuisier, puis d'autres notions de la géométrie avec un ébéniste, et ben en fait ça devient concret. Les compétences, les compétences validées sont beaucoup mieux validées. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'on a, je déborde un peu, mais donc il y a une doctorante qui travaille chez Delors dans les mains qui est en train de démarrer une thèse sur les impacts de la pratique manuelle au sein des pays de l'OCDE. Et elle a notamment écrit là-dedans.
en montrant qu'en fait, si on regarde les classements PISA, donc, et qu'on regarde en fait les pays qui ont intégré la pratique manuelle au collège, on fait un lien. C'est-à-dire que dans les pays comme l'Estonie, les pays du Nord ou même le Canada qui ont très bien réintégré la pratique manuelle au sein de leur parcours éducatif, les résultats scolaires sont meilleurs. C'est QFD. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur ce sujet, bien sûr. Donc moi, je travaille chez Boucheron et au sein des ateliers, on a environ 80 personnes qui travaillent dans nos ateliers à Paris. Et quand on les interroge un peu, j'ai au moins un tiers de ces artisans qui sont des jeunes en fait, qui ont reçu cette pression sociale ou académique, c'est-à-dire d'aller décrocher un bac, puis d'aller décrocher un diplôme, et qui ne trouvaient pas de sens à ça, et qui n'ont jamais pratiqué, mais qui avaient envie de faire quelque chose de leurs mains. Donc j'ai des gens dans les ateliers qui ont un diplôme d'ingénieur, qui ont des licences en biologie. J'ai une personne qui a fait plusieurs années, je crois 5 ans de droit, et puis ils ont fait des reconversions. Ou alors ils se sont réorientés à la fin des études. C'est-à-dire, on a fait plaisir à papa et à maman, on a fait plaisir à la société, puis maintenant on va faire quelque chose qui nous plaît. Il faut la maturité que vous avez eue très tôt, du coup, Hélène. Et c'est la même chose au 19e. Aujourd'hui, on a des architectes, on a des professeurs d'histoire géo, on a des professeurs de français. En fait, énormément de gens qui, après, se disent « Mais au fond, c'est pas moi. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai envie d'être brodeuse, j'ai envie d'être dans un atelier, dans le silence, en train de créer quelque chose de mes mains. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ces reconversions de personnes qui ont eu un métier qui, au bout d'un moment, se disent « Il faut que je change, justement, je veux donner du sens. » Mais je trouve que ces jeunes qui, en cours d'études, et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, se disent à un moment, ont la maturité pour se dire maintenant, qu'en dira-t-on, peu importe. Il faut beaucoup de force pour aller contre ses parents. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qu'il faut dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que l'époque a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous faites des études supérieures que vous allez gagner beaucoup d'argent. En tout cas, et je pense que Raphaël en parlera mieux que moi, mais qu'on vous assurera en fait un meilleur salaire. On a poussé 85% d'une classe d'âge à faire des études supérieures. Donc il y a quand même un peu une dévalorisation de ces métiers. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et donc en fait, il faut réinverser la tendance absolument. Et c'est quand même dommageable de voir des gens qui attendent 40 ans pour écouter leur flamme intérieure, en fait. Parce que ça crée des burn-out, ça crée des dépressions, ça crée des gens qui ne sont pas heureux. Et la vie est courte. Et puis pour la société, vous avez des personnes qui arrivent dans l'emploi beaucoup plus tôt. Si les personnes suivent un cursus CAP, par exemple, ils peuvent venir très tôt créer un emploi et prendre un emploi. Et ça, là, on déborde, évidemment, on est sur un sujet autre. Mais c'est terrible d'arriver sur un emploi de ce type-là à 25 ans, quand on peut l'être à 18 ans. Raphaël, justement, Gabriel commençait avec ce sujet-là. Oui, l'idée reçue, c'est les métiers manuels, ça paie mal. Et vous, c'est bien puisque c'est ce que vous observez grâce à vos différentes activités. Vous dites, mais non, pas du tout. Moi, j'ai des exemples. Alors, c'est vrai que Gabriel m'a confié ce sujet de l'argent dans son livre. Elle aurait pu m'en confier d'autres. Et je me suis demandé pourquoi celui-là. Et en fait, je l'assume très bien et j'ai grand plaisir. Depuis 6 ans que je fais mon podcast The Craft Project, j'écoute des artisans d'art pendant 1 heure, raconter leur vie, leur lien avec la matière. Et je me fais... j'essaye à chaque fois de poser la question de l'argent. C'est pas facile parce qu'on est bien élevé et que c'est pas un sujet facile à aborder. En France. Mais je le trouve très important. Donc en effet, déjà, je suis témoin parce que j'écoute les artisans depuis très longtemps. Et d'autre part, moi, je suis aussi entrepreneuse et donc je crée la valeur. Je crée l'argent qui me permet d'être une personne engagée dans les métiers d'art à cette table aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose que les métiers d'art permettent et que je trouve intéressant et inspirant, c'est de créer ses propres chemins de création de valeur, d'inventer ses métiers, que ce soit dans les métiers de pratique manuelle, mais on a compris que maintenant, manuel, intellectuel, il n'y avait plus aucune différence, sauf qu'il y a quand même une différence de compétences en ce qui me concerne sur la pratique manuelle qui est impossible pour moi. Mais il y a aussi plein d'autres métiers dans l'écosystème des métiers d'art qu'on peut inventer, qu'on peut pratiquer. Ça y est, le monde est prêt à ça et c'est une chance merveilleuse parce que nous, en France, avec l'intelligence artisanale, alors on a tous fait le jeu de mots, mais on le refait là parce que c'est un bonheur, l'IA, notre IA à nous, c'est l'intelligence artisanale. En France, on a 1000 ans d'avance.
c'est qu'on a une culture de la pratique artisanale, on a des écoles publiques sur tout le territoire, gratuites, dans lesquelles on peut aller, sur lesquelles il faut envoyer des flux d'élèves pour que ces formations continuent à exister. Donc voilà, chacun, on essaye de mobiliser pour ça. Et pour revenir au sujet de l'argent, parler de pognon... Parce que je vous cite, vous dites ça paye plus vite et ça paye plus longtemps. Et forcément, c'est plus gratifiant. Mais ça, c'est exactement ce qu'on disait. Ça paye plus vite, c'est que ça permet de beaucoup plus tôt dans sa carrière de gagner sa vie, d'être indépendant, de s'installer, découvrir une famille. On a fait pas mal d'immersions de jeunes qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et on s'est rendu compte, c'est une association géniale qui s'appelle Réenchantement, que les garçons étaient envoyés vers la sécurité et les filles vers l'aide à la personne. Et en fait, on a fait des immersions simplement pour pouvoir proposer d'autres champs d'action qui étaient le champ des métiers d'art, parce que c'est des jeunes qui avaient besoin de gagner très tôt leur vie, puisqu'à 18 ans, ils n'étaient plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et voilà, c'est comme ça que de façon très concrète et très pragmatique, je me suis rendu compte de cet enjeu économique des formations métiers d'art, donc déjà qui sont gratuites, qui permettent de gagner sa vie et de trouver tout un maillage familial là autour de cette table ronde. Alors à part monsieur qu'on ne connaissait pas encore, mais on travaille ensemble depuis des années, on construit ensemble, on nourrit les choses ensemble, et c'est pareil, les ateliers se connaissent, et il y a vraiment quelque chose de familial qui est très précieux dans le monde dans lequel on vit et qui nous attire tous et qui nous pousse tous à rester et à aimer ce secteur. Et effectivement, c'est un réseau formidable. À partir du moment où on entrouvre une de ces portes, on se dit que voilà, le chemin des possibles est ouvert. Je sais que le sujet, c'était les métiers manuels, ça paie mal. Est-ce qu'on donne un ou deux chiffres ? Oui, tout à fait. On peut donner un chiffre. J'étais justement au Demain du Luxe il y a 2 jours. J'ai croisé un élu qui me disait, il était lui dans le nord de la France, que Hermès avait ouvert une manufacture juste à côté de sa circonscription, et que les artisans étaient payés jusqu'à 3 000 € net par mois, ce qui faisait d'eux en fait des notables par rapport aux échelles de salaire sur ce territoire-là. Et voilà, donc ça c'est des chiffres. Après, les chiffres des artisans indépendants, il ne faut pas non plus complètement rêver. Sur le fait qu'un artisan qui arrive à se payer 3 000 € net par mois, j'en connais pas beaucoup. En artisan indépendant, je pense qu'en salarié, ça doit pouvoir commencer à être possible dans les maisons, et je l'espère. Et c'est aussi quelque chose qui progresse dans les maisons, puisque les artisans d'art sont de plus en plus valorisés également financièrement. C'est pas encore parfait, évidemment, mais ça prend quand même ce chemin-là. Et les artisans indépendants, eux, ils sont artisans, communicants, administratifs, entrepreneurs, livreurs, patrons, enfin tout, quoi. Et c'est vrai, et créateurs, chercheurs, enfin tout ça fait que c'est vraiment très difficile de ménager de la rentabilité. Mais bon, quand même, au milieu, on commence à arriver par là, quand même. Et puis moi je dirais que ça, parce que donc si on parle juste des métiers d'art, déjà il y en a 281. Alors que c'est vrai, par exemple, le métier de plumassier, on n'en a pas besoin de 20 000 en France, parce que c'est un métier très niche qui a des demandes très particulières. Donc en fait il y a quand même une hétérogénéité de salaire. Mais si vous prenez les métiers du bâtiment, dont un grand nombre sont dans les métiers d'art, donc charpentier, couvreur. On l'a vu avec la restauration de Notre-Dame, qui était en fait, un des meilleurs exemples. Ou même au-delà des métiers d'art, si on parle de plombier, d'électricien. En fait, c'est des métiers, mais maintenant, on a quand même des électriciens qui roulent en Porsche. On a un vrai sujet, bien sûr. Et pour revenir au salaire, Giovanni, vous m'avez confié, certains gagnent plus que des médecins. Ce que je disais, alors c'est pas prêcher pour ma paroisse, mais alors moi je défends le domaine je parle du domaine de la joaillerie. Et alors évidemment, ce n'est pas homogène en fonction du territoire. Oui. Mais pour un domaine que je connais bien, sur la région parisienne, les joailliers sont extrêmement bien payés. C'est la reconnaissance, pardon de vous couper, mais c'est la reconnaissance de la valeur du savoir-faire et du talent aussi, ce qui est logique dans les grandes maisons. Et puis c'est la guerre, ils se les piquent tous. Mais c'est ça. Alors, on peut en parler, mais ce que je peux dire, il y a un espèce d'alignement quand même sur les salaires sur la région parisienne. Et un jeune qui sort de CAP, qui a fait son apprentissage pendant 2 ans avec l'entreprise, en général il a un emploi déjà assuré. Et il rentre à 2 500 € brut mensuels. Et dans la couture, j'allais dire, on est dans une grande maison. En général, on est dans des grands groupes. Donc, c'est le salaire de base. Et il y a tout un tas de... Il y a des intéressements. C'est vrai, des trucs qu'on ne connaît pas trop quand on est indépendant, mais qui représentent beaucoup d'argent en réalité. Oui, et puis même dans le luxe, aujourd'hui, un métier de couturière prototypiste, quand vous avez du talent et que vous êtes doué, vous êtes très, très, très bien payé. Les modélistes sont
très chèrement payés. Mhm. Vraiment, ce sont des Combien métiers. Une modéliste peut être payée 10 000 euros par mois. Ah ouais. Il y a une vraie reconnaissance d'un métier qualifié, en fait. Ouais. On est dans des métiers manuels qualifiés. Et ça, les DRH des maisons et savent le reconnaître. des ETI et des PME le reconnaissent. C'était peut-être pas vrai il y a 15 ans, 20 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment oui. reconnu. Ouais. D'autant qu'ils deviennent plus rares. Ce qui change aussi, c'est que nous sommes dans des ateliers et dans des entreprises qui grandissent. Donc vous avez besoin de techniciens qui vont progresser et chapeauter les autres. En fait, vous avez besoin de managers. Oui. Donc l'artisan devient manager, l'artisan devient directeur technique, l'artisan devient directeur d'atelier. Effectivement, quand je vous parlais de salaires qui dépassent largement des salaires de médecins, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur quelqu'un qui a un métier manuel, qui a fait un CAP et qui effectivement gagne très très bien sa vie. Alors, on est sur... Évidemment, c'est un métier... La compétence ou la performance, elle se voit directement. Donc, je vous parle des tout meilleurs ou de ceux qui ont le plus d'expérience, mais on est sur des salaires très importants. 15 000 euros Par là. Je ne sais pas combien ça gagne un médecin, moi. Raphaël, elle veut des chiffres. Moi, je veux Alors, des ça dépend chiffres. quel médecin. De manière générale, un médecin généraliste. Moi, j'ai des joailliers qui ne sont même pas managers, qui gagneront plus qu'un médecin généraliste. Et un médecin généraliste, ça gagne combien? Je dirais un peu moins de 80 000 euros par an. D'accord. Anne-Sophie, ça nous amène à la question du poids économique de ces savoir-faire-là. C'est le point 26 dans l'ouvrage de Gabriel auquel vous avez contribué. C'est vrai que les métiers, je vous lis, les métiers d'art sont souvent cantonnés à leur dimension culturelle, patrimoniale, voire folklorique. Et parfois, ils s'effacent devant l'œuvre, sauf justement, c'est vrai que je parlais de la restauration de Notre-Dame. Il y a eu depuis longtemps une faible culture du chiffre, heureusement. Grâce à vous, en partie, effectivement, vous avez pu vous pencher et amener là aussi des chiffres sur ce que représentent ces savoir-faire. Alors effectivement, on a mené pendant 2 ans une étude qu'on a appelée les éclaireurs. Alors les éclaireurs, c'est la volonté d'éclairer sur des chiffres économiques, mais c'est aussi un groupe on parlait d'intelligence collective tout à l'heure, je pense que ça c'est vraiment très important ce qui est en train de se passer dans les métiers d'art aujourd'hui. On a tous intérêt à travailler ensemble et on met nos énergies en commun. Et pour les éclaireurs, on a travaillé avec le soutien du comité Colbert, avec le soutien de la fondation Bettencourt-Schuller, du fonds de dotation Terre et Fils et du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture qui s'intéresse à des chiffres économiques, donc c'est notable quand même. Et en fait, on n'avait pas de chiffres sur l'économie des métiers d'art en France. Gabriel le disait, il y a 281 métiers. 281 métiers qui sont des pratiques professionnelles et donc des pratiques amateurs. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on a pu révéler l'année dernière disent qu'il y a 68 milliards de chiffre d'affaires cumulés en France sur les métiers d'art. Il faut juste s'arrêter sur ce chiffre un instant. C'est plus que l'industrie pharmaceutique avant la vente du Doliprane. Je répète toujours parce que je ne sais pas quels sont les chiffres. Donc on dépasse probablement l'industrie pharmaceutique. Dans cette étude, on a cherché à regarder le chiffre d'affaires qui était dégagé sur la production. Donc il y a bien évidemment les grandes maisons qui font partie de cette étude. On n'a pas pris en compte le chiffre d'affaires retail en France ou à l'international, mais vraiment on s'est concentré sur le chiffre de la production. C'est 1,5 million d'actifs, 500 000 personnes qui travaillent dans les métiers d'art aujourd'hui, qu'ils soient salariés ou indépendants. On a aussi une forte présence dans les territoires, puisque 8 entreprises sur 10 sont en dehors de l'Île-de-France. Et ça, c'est un chiffre qui est notable, parce qu'il y a des opportunités partout dans le territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Il y a des opportunités. Et ces chiffres sur le poids économique, il est important. Pourquoi ? Il est important parce qu'il faut casser en fait cette idée reçue qu'il n'y a pas d'opportunité professionnelle derrière. Aujourd'hui, nous on voit bien, on pilote depuis 20 ans les Journées européennes des métiers d'art. Une des premières questions que posent les parents quand ils viennent, c'est est-ce que vous en vivez ? On vient d'une génération où en fait les métiers manuels ont été décriés beaucoup ces 50 dernières années, et donc ça a la vie dure. Donc c'est très très important de montrer aux parents qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités, et la transmission aujourd'hui est au cœur vraiment de tout cet écosystème. Donc il y a des indépendants, il y a des PME.
près de 60% du chiffre d'affaires que je viens de vous annoncer sont dans des PME. Donc il y a aussi des opportunités extraordinaires pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. La transmission, aujourd'hui, on sait qu'il y a un salarié sur 4 dans cet écosystème qui a plus de 55 ans. Ça veut dire que demain, il va falloir transmettre son savoir-faire, il va falloir donner à voir en fait les opportunités professionnelles pour pouvoir recruter. Et on a aussi un gros enjeu sur les dirigeants de ces entreprises-là, puisqu'on a 49% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Et on sait que dans les métiers manuels, il faut 10 ans pour faire une main. Mais pour avoir une transmission d'entreprise, il faut aussi une dizaine d'années. C'est effectivement le grand défi aujourd'hui, au-delà du poids économique que vous nous avez transmis. D'ailleurs, vous allez remettre les chiffres à jour en 2028, je crois. Et c'est vrai que maintenant, c'est précieux parce qu'on va pouvoir aussi l'impact de toutes vos initiatives communes. On parlait juste avant, on avait un échange sur la transmission, justement aussi avec Lauriane Duriez des Ateliers de Paris, qui propose aussi des prix pour la transmission d'entreprise. Et c'est vrai que je pense qu'il faut insister sur ce collectif que vous créez depuis quelques années pour essayer de répondre à tous ces défis, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Parce que vous voyez, quand je regarde les numéros, on va arriver au numéro 39 dans les idées reçues. Donc il y en a, je ne sais pas combien il y en a en tout, je ne me souviens plus, 47. Donc voilà, il y en a presque une cinquantaine. Effectivement, juste sur le poids économique, vous avez vu bouger les choses, Hélène de Buren, parce que évidemment, même les grands groupes de luxe ont énormément grossi et donc recrutent régulièrement dans les savoir-faire, ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Bien sûr, on recrute énormément dans les savoir-faire, dans tous les savoir-faire, parce que, comme vous le disiez, il faut un certain temps pour qu'on ait acquis des compétences suffisantes pour travailler dans le luxe. Donc, on a besoin de renouveler en permanence nos ateliers. Il y a eu un moment où la moyenne d'âge était arrivée à vraiment dépasser 50 ans dans les ateliers. La moyenne d'âge. Au début des années 2000, j'étais persuadée que tous les ateliers allaient fermer en France. Ah oui. Que vraiment, il n'y aurait plus du tout d'ateliers puisqu'il n'y avait plus personne intéressé par ces métiers. On commençait à avoir des jeunes qui avaient envie d'être designers, d'être stylistes, mais être derrière la machine à coudre, par exemple, ou derrière la broderie, personne. Et je me suis dit, c'est fini. Je ne sais pas comment on produira en 2050, mais à l'époque, j'étais vraiment persuadée que c'était fini. Et puis, on a beaucoup travaillé. On a travaillé avec le gouvernement, on a travaillé avec les entreprises pour essayer de redorer ces métiers. Et petit à petit, on voit les jeunes arriver et avoir envie véritablement d'apprendre à faire, d'apprendre à réparer, d'apprendre à customiser, à upcycler, tous ces mots qui sont devenus très à la mode. Et on voit une nouvelle génération là qui arrive, oui, et qui a très envie de ça. Et c'est grâce à vos initiatives collectives aussi qui changent l'image aussi justement de ces artisans. Et comment on fait aussi pour changer, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère du temps, c'est ce que vous me disiez. Oui. Alors le point 39, c'est les artisans ne sont pas innovants. Giovanni, vous l'appropriez cette idée reçue-là, parce que ce que vous dites au sein de la maison Boucheron, c'est vraiment l'innovation au cœur, et en particulier dans l'atelier, dans votre métier. C'est le cœur, en tout cas, c'est l'ADN de la maison depuis toujours. Mais au-delà de ça, évidemment, la joaillerie n'est pas en dehors du monde. Et donc, dans la joaillerie, on utilise depuis longtemps des logiciels 3D, des impressions 3D, tout un tas de machines. Et nos joailliers, en tout cas sur nos collections, on est amené à travailler. Disons qu'on a une direction artistique qui questionne le précieux. Qu'est-ce que sera la joaillerie dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 30 ans? Et on est amené à travailler sur des matériaux innovants, des matériaux avec lesquels on n'a pas l'habitude, ou en tout cas que les artisans n'ont pas appris à l'école. Et ça, c'est quelque chose de très important chez nous, dans la personnalité, enfin, quand on va former dans la personnalité des jeunes qu'on va recruter. C'est on a toujours fait comme ça, ou ça se fait comme ça. Ça marche pas chez nous. Ça marche pas parce qu'on va questionner, on va challenger toujours ce sujet-là. On va travailler sur des supports qui sont pas de l'or parfois.
On va travailler, alors je peux vous donner quelques exemples, ça peut être innovant ou pas d'ailleurs, c'est juste nouveau et changeant, et ça oblige les artisans aussi à se réinventer, à s'approprier de nouvelles techniques. On peut travailler avec de la moelle de rotin, on insère dans nos bijoux, de la moelle de rotin. Qu'est-ce que c'est? La moelle de rotin, c'est un matériau qui pousse dans plutôt les jungles. Du rotin, quoi? C'est du rotin. Ah, ok. Voilà. Okay. On peut travailler avec des choses beaucoup plus technologiques. On travaille avec des sociétés qui nous impriment des résines très fines aux États-Unis. Et on travaille avec. On vient nous insérer notre or, nos diamants à l'intérieur. On va travailler des revêtements innovants comme de la céramique qu'on va appliquer de manière en aérographe, voilà, sur nos produits. Mais d'ailleurs, vous travaillez, ce que vous m'expliquez, vous avez une équipe de R&D avec des ingénieurs et vous dialoguez. Alors ça, c'est important, c'est que on a dans l'équipe des ingénieurs, et notamment une ingénieure en nouveaux matériaux, mais son travail n'est pas possible s'il n'y a pas un dialogue avec les artisans. Et s'il n'y a pas un dialogue sur la réalisation, sur la capacité à s'approprier ce nouveau matériau. Donc c'est un dialogue entre l'ingénieur et l'artisan. Vous pouvez nous parler des fleurs éternelles? Alors les fleurs éternelles, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. On l'a présenté sur le salon, sur le stand de Boucheron. C'est un projet qui n'est pas abouti et on trouvait ça drôle et intéressant de le montrer. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des projets, on n'est pas sûr de l'aboutissement, mais on explique comment, avec quel matériau on travaille et quelle méthodologie on a pour aboutir à quelque chose. L'idée, c'est de travailler avec des pétales de fleurs qui ne sont pas stabilisés chimiquement, et nous, de les insérer dans nos bijoux, de les protéger de ce qui peut dénaturer la couleur et la matière. En général, c'est l'humidité et la lumière. Et donc là, effectivement, c'est un dialogue permanent entre une ingénieure qui va travailler qui va faire des recherches, qui va dialoguer avec l'artisan qui est dédié à ce projet pour aboutir à quelque chose. Donc de la recherche dans les matériaux, l'innovation, vous le disiez aussi, il y a des nouveaux métiers avec la 3D, avec la CAO, etc. C'est nouveau et pas nouveau, en fait, la 3D. Les maisons l'ont caché pendant longtemps, mais maintenant vous assumez. On est très à l'aise. Alors j'ai toujours été à l'aise pour en parler. Ce qui est important, c'est d'utiliser la meilleure technologie pour servir le mieux possible le produit. Mais ce qui est intéressant, donc, quand on parle de 3D, on pourrait penser qu'on déplace le travail vers d'autres métiers, mais les concepteurs 3D ou les modélisateurs 3D sont dans 99% des cas des joailliers, en fait, qui ont appris le métier de joaillier, qui ont les bases de joaillier et qui, en fait, qui ont la curiosité d'aller sur des logiciels 3D parce qu'ils se disent qu'est-ce que je peux faire de mieux, en fait, qu'est-ce que l'ordinateur ou qu'est-ce que le logiciel va pouvoir m'apporter. Donc ce sont toujours des joailliers, en fait, mais qui travaillent sur des technologies différentes, avec des technologies différentes. Donc innovation sur les matériaux, innovation sur les méthodologies, les procédés. Hélène de Buren, je voulais, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'entendre Mathieu Basset tout à l'heure, mais peut-être raconter un petit peu le studio MTX qui est aussi cette idée d'innovation. Oui, et il n'y a pas que le studio MTX. Non mais plus. Oui, alors déjà, en parlant de matériaux, les brodeuses, tous les brodeurs sont à la recherche en permanence de nouveaux matériaux à broder. Et donc, en effet, là aussi, on peut tout à fait utiliser l'impression 3D pour imprimer des nouveaux sequins ou pour imprimer des nouveaux matériaux. J'ai vu chez Montex, il y a une magnifique broderie qui est installée dans le hall du 19e, brodée avec des petits cubes de béton. Donc, on a brodé du béton, on a brodé énormément de choses en innovant. Et puis ensuite, on est allé au-delà, grâce à Mathieu Basset et au studio MTX. On s'est mis à broder les espaces, à démultiplier la dimension de la broderie et à faire de la broderie un nouvel élément architectural, absolument. Donc ça, c'est évidemment de l'innovation. L'innovation, pousser la technique ailleurs et être en recherche permanente. Mais moi, je pense que c'est l'essence de tout entrepreneur. Être en recherche permanente de la chose qui fera qu'il va sortir du lot et qui va sauver son business.
Et donc l'innovation dans les métiers d'entrepreneur, ça a toujours existé. Et c'est l'ADN d'un entrepreneur, c'est de vouloir aller chercher un truc différent pour aller plus loin, pour faire mieux que le voisin, etc. Et dans les métiers d'art comme ailleurs, j'imagine que tous les artisans que vous rencontrez, Raphaël, ont cette idée-là, ou en tout cas cette envie-là. Oui, c'est dans l'étymologie du mot artisan d'art. Un artisan d'art, pour les Grecs anciens, il réunit la technique, la poésie et la métisse. La métisse, c'est la malice, c'est MacGyver, c'est Ulysse, c'est la capacité à trouver des solutions. C'est qu'un artisan, par définition, il réinvente son métier, il fabrique ses outils, il les change, il les fait évoluer à son poste de travail, à son âge, à sa forme, à sa santé. Enfin, l'innovation... technique et la créativité technique qui est parfois une créativité artistique font vraiment partie de la pratique d'un artisan. Et en effet, les 5 axes, les 3D, la conception 3D, ça fait partie des ateliers, mais on n'en parle même pas. C'est une évidence. À côté du tas de plumes, là, on a une imprimante 3D et puis les deux savent s'en servir très bien, en fait. On n'est pas ingénieur, on est ingénieux. Ah oui, bien sûr. Anne-Sophie du Royaume Chavannes, est-ce que vous avez... Alors, c'est des choses difficiles à mesurer, mais j'imagine que sur les chiffres de 2028, vous allez encore plus loin sur les données qu'on a envie d'avoir sur ce portrait. C'est difficile d'en dresser un portrait type, mais en tout cas, qui permet d'appuyer ce que vous nous disiez tout à l'heure, du poids de ces métiers-là. Alors effectivement, c'est très important d'avoir des chiffres, mais avoir une méthodologie qui permet de mettre à jour, parce qu'il faut suivre aussi. C'est un baromètre sur la santé de nos entreprises métiers d'art en France. Quand je dis entreprise, c'est de la micro-entreprise jusqu'aux grandes maisons. À côté, nous, l'Institut, on sort une grande étude par an. Là, l'année prochaine, on va publier une étude sur la perception des métiers d'art en France. Et ensuite, on va lancer un cycle sur des études de marché. Parce que aussi, pour accompagner les jeunes qui cherchent une orientation, c'est important de pouvoir leur dire où est-ce qu'ils peuvent aller et quelles sont les filières dont on a un potentiel de développement. Gabriel le disait, on n'a pas besoin de 20 000 plumassiers en France. C'est un métier à la mode en ce moment, comme l'a été la céramique et continue d'être la céramique. Donc, il y a d'autres opportunités, il faut qu'on puisse les pointer. Et cette jambe économique, nous, on est persuadés qu'il y a la poésie du métier, le patrimoine culturel immatériel, le fait qu'en fait, cette transmission des savoirs, elle existe depuis que l'homme s'est mis debout. Il a été utilisé des outils pour améliorer son quotidien et avoir quelque chose qui lui sert d'utile au quotidien. Et ça, c'est un fil qui existe depuis la nuit des temps, qui est très beau en fait à raconter. Mais en fait, ces métiers, ils peuvent se transmettre, ils peuvent continuer à avoir de la visibilité uniquement si les entreprises ont une pérennité économique. Et donc tout le travail qu'on va mener, c'est aussi pour ça, c'est pour donner à voir les champs des possibles et aussi montrer la force de nos PME en France. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des exemples de grandes maisons, mais ces grandes maisons travaillent aussi avec des artisans indépendants. Il y a toute une chaîne de valeur, il y a une sous-traitance qui existe et qui est cette richesse qui fait vivre en fait l'intégralité de cet écosystème. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous laisse le mot de conclusion. Alors, nous avons eu 5 points sur les 47, donc sur les 47 idées reçues que vous délivrez dans votre ouvrage. Vous êtes optimiste à la fin de l'écriture de cet ouvrage ? En tout cas, cet écosystème, il rassemble quand même des gens extraordinaires. Et donc, je pense que toute personne qui met un pied dans cet univers a beaucoup de chance. Je pense qu'on est dans une époque de transition. C'est-à-dire que je pense que demain, vraiment, ces métiers auront énormément de valeur et qu'il y a juste un espèce de truc à cranter qui est vraiment compliqué, où parfois on a un peu l'impression que notamment les politiques publiques vont pas du tout dans le bon sens, on ne sait pas réguler les choses comme il faut, mais bon, je crois sur plein de sujets en ce moment. Donc voilà, il faut juste serrer les dents, se battre, faire un peu la révolution parfois, pour vraiment se recentrer sur c'est quoi l'essentiel finalement. En fait, ne l'oublions pas, aujourd'hui, si on peut marcher sur des trottoirs ou juste être dans un événement comme celui-ci, en fait, les murs, les sols, les plafonds, ils ont été construits par des artisans. Enfin, si on a des maisons aujourd'hui, si on a, en effet, comme le disait Anne-Sophie, ce confort de vie, c'est grâce aux artisans. Et je pense que l'espèce humaine a vraiment besoin de se re-recentrer sur
qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose, un objet, pourquoi est-ce qu'on en prend soin, pourquoi on le fait durer. Et lors du lancement du livre, on a donné une conférence à l'Académie du climat. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Fanny Lederlin qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du bricolage et qui fait un lien entre le fait que quand on sait prendre soin des objets et qu'on sait les faire durer, en fait, il y a un lien entre savoir prendre soin des objets et prendre soin du monde qui nous entoure et de la Terre. Et donc, je pense que les artisans ont raison de ça et qu'il faut faire en sorte que, en effet, l'intelligence artisanale devienne la norme et puisse ce potentiel artisanal puisse être développé par tous et pas que par ceux qui deviendront artisans. Merci beaucoup pour cette œuvre collective, Bénédicte et Épinay. Un mot de conclusion après tout ça, parce qu'on arrive doucement à la fin, mais je crois que les Deux Mains du Luxe fait éminemment partie de cet écosystème et de ces initiatives collectives avec un beau succès. Merci d'avoir été là, tous, pour témoigner. Donc moi, je m'appelle Bénédicte Épinay, je dirige le comité Colbert qui a organisé la totalité de cet événement, dont c'était la 5e édition. Donc merci d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du plaisir à discuter avec tous ces artisans. J'espère que vous avez eu du plaisir à peut-être faire quelque chose de vos mains. Et j'espère que tous ensemble, on en a fini avec les idées reçues sur le travail manuel. Voilà, merci à tous. Merci.